Bonjour, bienvenue dans la première partie de ce cours sur le concept de terroir. Tout d'abord, je me présente, je suis Alain Deloire, professeur en viticulture. Je ferai bien sûr la présentation en français et les diapos, comme vous le constatez, sont en anglais, ce qui fait qu'on fait d'une pierre deux coups, ça vous permettra d'acquérir le vocabulaire dans certaines disciplines. La classe divisera en 3 parties de 15 minutes chacune. Donc je vais aborder maintenant cette première partie. On parle de concept de terroir parce que le terroir, c'est ni une science ni une discipline. C'est une association de disciplines scientifiques. Voici le plan des 3 parties de la lecture. Et je vais donc, dans cette première partie, aborder rapidement la définition du terroir et nous allons parler climat et sol. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le terme terroir était défini comme un espace géographique de préférence homogène. En langage plus moderne, on parlera d'un espace géographique à capacité agricole. Je pense qu'on peut résumer l'espace géographique à un sol et un climat sur lequel il y a une culture ou un élevage. Comme je vous le disais, il s'agit d'un concept qui associe des disciplines aussi différentes que l'agronomie, la physiologie, les sciences sociales, l'histoire, etc. Cette figure est intéressante car elle montre que lorsqu'on parle d'une production donnée, eh bien, on a une entrée qualité et une entrée quantité. Et en viticulture, les relations entre la quantité et la qualité ne sont pas toujours ce que l'on croit. C'est-à-dire, un haut rendement peut conduire à des styles de vin très intéressants et un bas rendement, un rendement faible, peut conduire à des styles de vin pas intéressants du tout en termes de qualité. Donc pour résumer ce schéma, je dirais que lorsque on a un vignoble, lorsque l'on veut produire du vin, ou lorsque l'on plante un nouveau vignoble, eh bien il faut raisonner en termes d'objectifs de production, à savoir donc un objectif de rendement et un objectif de style de vin. Je préfère parler de style de vin que de qualité, la qualité étant subjective. Il y a à peu près 80 à 100 définitions de la qualité. Bien sûr, il manque ici une troisième dimension qui est le prix, le coût d'abord de production et le prix de vente de ces productions. Cette figure que l'on pourrait qualifier de la vigne au verre et du verre au consommateur est intéressante car elle montre bien la complexité des relations et des études lorsqu'on cherche à établir les relations entre un espace géographique, un vignoble avec son sol, son climat, son cépage et ses pratiques culturales, quand on essaye d'établir des relations entre ces paramètres et la composition du fruit, et ensuite lorsqu'on essaye de relier, de raisonner, d'établir des relations entre la composition du fruit et le style de vin, la composition du vin et le style de vin, sachant qu'au milieu il y a les fermentations. Et parlant de style de vin, en bout de chaîne, on a le producteur qui doit être capable d'expliquer la typicité de ces produits autant que faire se peut, et le consommateur, lui, qui est à la recherche de produits de qualité, de typicité reconnaissable, d'identité, d'origine. Et bien sûr, le consommateur est un client. Ça fait 15 ans que je travaille sur ce sujet. Je peux vous dire que les relations unité de terroir de base, sol, climat, variété, composition du fruit et composition du vin, et derrière tout ça, style de vin, ne sont pas simples. Et le juge de paix, je dirais, en parlant du vin, restera le goût, c'est-à-dire qu'il faut impérativement être capable de réaliser des dégustations ou de mettre en place de l'analyse sensorielle pour mesurer l'impact de ce qu'on fait au vignoble sur le style du produit. Donc analyse sensorielle et dégustation sont vraiment des éléments très importants pour apprécier la qualité et la typicité. Passons aux aspects climat. Les principaux facteurs du climat qui vont influencer
de façon notable le fonctionnement de la vigne sont la température, la lumière en qualité et en quantité et l'eau. L'eau qui est restituée par le sol, l'eau venant bien sûr des pluies et ou de l'irrigation. Cela fait maintenant plus de 50 ans qu'on étudie les terroirs viticoles et il y a un consensus entre les professionnels et les scientifiques sur le fait que les éléments du climat qui permettent le mieux d'expliquer le fonctionnement de la vigne, la composition du raisin et partant le style de vin sont les éléments du climat que je vous ai indiqués, donc température, lumière et eau, auxquels il faut rajouter le vent et bien sûr l'humidité autour de la canopée et des grappes. Parlant du climat, il y a les échelles. Et en viticulture, on distingue 3 échelles, le macroclimat, le mésoclimat et le microclimat. Le macroclimat, c'est à l'échelle d'une grande région viticole, comme Bordeaux ou la Champagne par exemple. Le mésoclimat, on parlera plus d'une petite région ou d'un groupe de vignobles pas trop éloignés les uns des autres. Dans le mésoclimat, on intègre le topoclimat, c'est-à-dire le relief, très important. Et le microclimat, c'est le microclimat de la canopée, du pied de vigne, le microclimat autour de la zone des grappes. On parle aussi de nanoclimat, qui est le climat à l'échelle, on va dire, du tissu. En effet, aujourd'hui, il y a de nombreux travaux scientifiques qui étudient, par exemple, l'expression des gènes au niveau de la pellicule de la baie de raisin. Donc, on est bien ici au niveau du nanoclimat. Pour caractériser le terroir, aujourd'hui, on utilise plutôt les échelles méso- et microclimat. Le climat, c'est bien d'en parler, encore faut-il être capable de le mesurer. Pour ça, on s'équipe de stations météorologiques. Stations météorologiques qui en plaine ont généralement une portée de 4 km. Et les stations sont équipées pour mesurer la vitesse du vent, la température, les pluies et d'autres facteurs du climat. Si vous voulez avoir accès à l'évapotranspiration, vous utilisez les données d'une station météo et il faut, pour avoir l'évapotranspiration, à partir de ces données, il faut faire un calcul. Donc si vous voulez étudier le climat dans des zones viticoles accidentées, il vous faudra, avec du relief, il vous faudra certainement plusieurs stations météo. La station météo permet d'avoir accès au macro et au mésoclimat. Et ici, je vous présente un exemple de mini-capteur qui s'installe dans la canopée ou au niveau des grappes. Et ce mini-capteur, les sondes incorporées dans ce mini-capteur permettent de mesurer le microclimat. Ce capteur peut être relié à des sondes qui permettent, elles, de mesurer le microclimat soit au niveau directement de la grappe ou dans la grappe ou au niveau de la baie, la surface de la baie, ou dans la baie si on enfonce le capteur dans la baie. C'est intéressant de comparer les informations obtenues au niveau d'une station météo, de comparer macro, méso et microclimat, parce qu'en effet, des fois, entre le macro et le mésoclimat et le microclimat, il y a de grandes différences qui permettent d'expliquer pas mal de choses au niveau du fonctionnement de la vigne. Je donne un exemple, quand vous effeuillez au niveau des grappes, vous ne changez pas le mésoclimat, mais vous changez fortement le microclimat des grappes, puisque vous avez exposé les grappes en enlevant les feuilles. Voici donc un exemple. En viticulture, on utilise des indices climatiques. Ici, je vous présente le plus célèbre d'entre eux, qui est l'indice de Huglin. L'indice de Huglin, c'est la température moyenne journalière et la température maximum journalière moins 10 degrés. 10 degrés étant le minimum requis de température pour le développement de la vigne. Cet indice se calcule du débourrement à la vendange, ici en hémisphère sud du 1er septembre au 31 mars. En hémisphère nord, ce sera plutôt, enfin chez nous j'allais dire, ce sera plutôt donc du 1er avril au 15 septembre par exemple. En tout cas moi, je suggère de calculer cet indice du débourrement à la vendange. Cet indice climatique permet de classer les régions viticoles mondiales, comme ici on le voit dans le tableau. Régions viticoles donc qui sont classées depuis les régions très chaudes, tempérées, aux régions plus fraîches.
Cet indice permet également de choisir son cépage en fonction du climat de la région. Si l'indice vous donne un chiffre de 1600 par exemple, ben vous savez que vous allez pouvoir planter des cépages de type Pinot blanc, Chardonnay, Aligoté. Si l'indice de Huglin est plus élevé, eh bien vous savez que vous allez pouvoir planter des cépages plutôt méridionaux comme le Grenache, la Syrah, le Cinsault, le Mourvèdre. Il est possible de planter un cépage de régions fraîches comme le Pinot Noir ou le Riesling dans des régions chaudes, alors qu'un cépage de régions chaudes comme la Syrah ou le Grenache ne vont pas mûrir en régions fraîches. Vous trouverez toutes les informations sur ces indices climatiques et leur utilisation dans les publications que l'on vous remettra. Une des utilisations de l'indice de Huglin, c'est de voir l'évolution du climat. Ici, nous avons pris des chiffres d'une région viticole australienne pour mesurer l'évolution du climat, pour calculer l'indice de Huglin et voir l'évolution du climat depuis les années 1950 jusqu'aux années 2016. En haut à gauche, je rappelle les échelles et vous voyez qu'on a placé la barre à 3000, c'est-à-dire région très chaude. 3000 sur l'axe des Y. Et l'on peut observer que depuis 2006, eh bien, cette région viticole australienne dans le New South Wales est passée de région chaude à région très chaude. Bien sûr, cela n'est pas sans conséquence sur la culture de la vigne, les itinéraires culturaux, comme par exemple l'adoption d'irrigation, et sur la maturité du raisin et le style de vin qui en sont issus. Un autre indice très important, c'est l'indice de fraîcheur des nuits. En fait, c'est le calcul de la température minimale journalière. En général, dans la plupart des régions viticoles, la température minimale journalière est atteinte à peu près à 6 heures du matin. En haut à gauche de l'écran, vous avez les échelles, les seuils de cet indice de fraîcheur des nuits, où quand on a des nuits inférieures ou égales à 12 degrés, ben la région est considérée comme très fraîche. Et pour les régions viticoles pour lesquelles les nuits sont supérieures à 18 degrés, eh bien ces régions sont considérées comme des régions viticoles chaudes en ce qui concerne en tout cas la nuit. La figure montre, comme la précédente, l'évolution de l'indice de fraîcheur des nuits depuis les années 50 jusqu'aux années 2016, et on peut observer deux choses. Bon, tout d'abord, on a mis la barre à 18 degrés pour la nuit, sur l'axe des Y. Deux choses, comme je disais, deux observations. La première, c'est une grande hétérogénéité entre années, entre millésimes. Et la deuxième, c'est depuis les années 96-98, une augmentation de la température nocturne. Cela, bien sûr, n'est pas sans conséquence sur la maturation du raisin, le fonctionnement de la vigne, enfin surtout la maturation du raisin, en termes d'arôme, d'acidité, plus particulièrement, et les styles de vin qui y sont associés. Attention, ce n'est pas parce que les journées sont chaudes et les nuits sont chaudes que l'on ne peut pas produire des vins de qualité. Tout au contraire, dans ces régions-là, on produit des styles de vin tout à fait acceptables. Donc pour résumer, les régions viticoles ont soit des journées chaudes à très chaudes et des nuits chaudes, soit des journées chaudes et des nuits tempérées, soit des journées tempérées et des nuits plus fraîches, comme par exemple en zone septentrionale. Et comme je le disais, ceci n'est pas sans conséquence sur la maturation du raisin et les styles de vin qui y sont associés. Attention, ici, je ne parle pas de différence de température entre jour et nuit qui ne veulent pas dire, ces différences ne veulent pas dire grand-chose, ne renseignent pas. Je parle du calcul des indices climatiques qui sont associés à la fois aux moyennes journalières et à la fois aux températures nocturnes. Donc, la maturation du raisin se poursuit la nuit et des publications scientifiques récentes de Montpellier ont clairement montré que la nuit, eh bien, la maturation continue puisque certains gènes de qualité ne s'expriment que la nuit. Intéressant, non? Voilà pour le climat de façon rapide et caricaturale. Allons maintenant vers le sol pour en dire quelques mots. Le sol, c'est très important. La vie du sol, la qualité du sol, c'est fondamental pour toutes les cultures. Le sol va jouer un rôle crucial en ce qui concerne le développement des racines, leur distribution
et la profondeur d'enracinement. Par exemple, en viticulture, la morphologie du système racinaire ne vient pas du porte-greffe, mais du type de sol lui-même, du rapport R-O. Le sol va jouer un rôle important en ce qui concerne la restitution de l'eau et la restitution des éléments minéraux, les deux plus connus étant l'azote et le potassium, en tout cas en viticulture. Attention aux idées reçues, les arômes ne viennent pas du sol. Le rôle du sol est complexe, mais les arômes ne viennent pas du sol. Donc dans certaines régions viticoles, vous entendrez dire que tel type de sol donne tel type de vin. Bon, c'est à discuter, ce n'est pas aussi simple que ça. N'oubliez pas qu'il y a le climat qui se superpose au sol, ainsi que la variété de raisins. Un exemple de diversité des sols viticoles dans la région de Chablis, qui est une région qui produit d'excellents chardonnays. Donc d'un côté de la route, vous avez un type de sol qui va permettre une restitution de l'eau et des éléments particuliers et des éléments minéraux, une restitution particulière. Et si vous traversez la route, eh bien, vous allez avoir un autre type de sol et vraisemblablement cet autre type de sol, parce qu'il va gérer différemment l'eau et les éléments minéraux, va pouvoir donner des vins de style différents. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, ici c'est le même cépage, mais le climat a son rôle à jouer. Un autre exemple de sol viticole, les fameux sols de schiste à Banyuls, ici dans les Pyrénées-Orientales. Et vous voyez que depuis très longtemps, les anciens ont adapté le système de conduite, ici le gobelet, le cépage, c'est le grenache, et la densité de plantation à ces types de sols qui sont secs pour une région viticole chaude. Le style de vin qui est produit est aussi la résultante de ces adaptations. N'oublions pas l'albédo, qui est la température qui est restituée du sol. Et j'ai fait quelques mesures de la température des baies de raisin durant la maturation. La température de la baie peut monter jusqu'à 45 degrés, dû principalement, dû aussi à la réflexion du sol. Durant la nuit, ces sols aussi réchauffent l'atmosphère, ce qui crée des micro-climats, des micro-terroirs particuliers. Un autre type de sol très fameux, ce sont les galets roulés de Châteauneuf-du-Pape, où là, bien sûr, tout a été adapté autour de ce type de sol et ces régions viticoles donnant des produits de très haute qualité. Dans le Nouveau Monde, et pas uniquement dans le Nouveau Monde, eh bien, il y a conquête de nouveaux terroirs. Ici, c'est un exemple de nouveaux terroirs de la région donc, de Tupungato en Argentine. En Europe aussi, il y a actuellement une conquête de nouveaux terroirs dans des pays comme l'Angleterre, la Suède, la Norvège, dû au réchauffement climatique. Donc dans ce terroir d'Argentine, eh bien, l'irrigation est imposée parce qu'il ne pleut pas assez. Il pleut 200 mm par an. Un autre terroir en Chine, où je me rends régulièrement, ici dans la région du Ningxia, où la vigne est cultivée sur un sol sableux, comme il ne tombe que 200 mm par an durant l'hiver, et bien là encore l'irrigation est imposée. Dans cette région, on trouve des terroirs intéressants, ici comme des sols graveleux, qui rappellent un peu le Médoc. Donc il est possible, et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, de conquérir, de découvrir, de planter de la vigne sur des nouveaux terroirs viticoles. Et pour le faire de façon réussie, il faut céder des connaissances que l'on a et des outils scientifiques qui ont été développés autour des terroirs. La connaissance des terroirs et des outils associés sont importants pour implanter la vigne de façon avec succès. Pour terminer sur les sols viticoles sont très hétérogènes. Du reste, les vignobles dans le monde, la plupart des vignobles dans le monde sont très hétérogènes. Est-il possible d'homogénéiser? La réponse est non, c'est très difficile. Un vignoble est hétérogène et le reste. Parler d'hétérogénéité des vignobles, c'est une discussion en soi. Il faudrait d'autres cours, mais sachez que c'est une réalité et peut-être que la complexité de certains vins viennent aussi de l'hétérogénéité des vignobles. À discuter.